Bonsoir, ravi de vous retrouver pour retour de Tollback GP. Le MotoGP redémarre, Tollback GP redémarre, c'est une évidence. Ça faisait un petit mois qu'on attendait ce redémarrage de cette seconde partie de saison qui s'annonce passionnante, au moins pour la course au podium, non pas pour le titre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait un petit clin d'œil à notre partenaire Motul et on revient tout de suite. Voilà donc ce clin d'œil à notre partenaire Motul. Comme je le disais, le MotoGP redémarre et ils sont bien évidemment de retour avec moi. Je parle de mes acolytes, à savoir Michel Turcot. Bonsoir Michel. Salut Eric. Et puis évidemment Thomas Morcellino. Salut Thomas. Salut Eric, salut Michel. Alors messieurs, on va dire que la période estivale n'a pas forcément été de tout repos pour vous, surtout pour toi, hein, Michel, tu as couru un petit peu partout. Les 8 heures de Suzuka, retour en Autriche, pas beaucoup de vacances, on va dire. Tu sais que je suis toujours en vacances, mon Eric. C'est bien connu, donc ouais, un peu de voyage pour animer l'été. Ça a été un petit peu moins mouvementé pour toi, Thomas, tu as pu un peu souffler? Ouais, écoute, moi je suis pas allé à Suzuka et j'ai pu partir quelques jours en Ardèche, voilà. D'accord. Voilà, loin de la population. Retraite méditation pour Monsieur Thomas. Exactement, Bon. exactement. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, on va parler de ce Grand Prix d'Autriche, de ce Grand Prix de rentrée. Alors, on a normalement l'habitude de commencer par l'homme du week-end et je pense que vous serez d'accord avec moi il y avait presque égalité, j'allais dire, mais j'ai décidé de dire que l'homme du week-end, c'était Fermín Aldeguer, le pilote Ducati Gresini, deuxième hier du Grand Prix et qui reste sur une dynamique assez impressionnante. On rappelle qu'il a 20 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on tient là une nouvelle pépite, Michel? Écoute, en tout cas, c'est un pilote qui est prometteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est déjà en MotoGP. Je pense que Ducati, on peut faire confiance à Daligna et Tardozzi pour savoir repérer les pilotes qui ont du potentiel. C'est un pilote qui est suivi, oui, depuis longtemps. Alors, qui n'a pas forcément fait des étincelles en Moto 2, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il a quelque chose en plus que pas mal d'autres, on va dire. Il est aussi suivi de près par les frères Marquez. Enfin voilà, Marc ne tarit pas d'éloges à son sujet. Hier encore, il a été dithyrambique sur sa fin de course. Il lui prête beaucoup de qualités qui ressemblent aux siennes, justement cette capacité à terminer très fort, à savoir gérer les l'usure de ses pneus. Donc un garçon qui est prometteur et quand on en parle aussi avec Frankie Carchedi qui travaillait l'an dernier avec Marc, qui travaille aujourd'hui avec lui, c'est pareil, il est assez épaté par ce qu'il voit sur les datas et par ce qu'il est capable de faire avec cette moto. Donc et Daligna hier a souligné que c'était l'avenir Aldeguer. Hein, c'est ça, Thomas. Oui, j'allais revenir vers toi par rapport à ça. C'est Gigi Daligna, effectivement, comme le disait Michel, qui a souligné la superbe performance d'Aldeguer ce week-end. Oui, effectivement. Puis surtout, ça reste. Tu vois, on avait eu en début de saison meilleur rookie à Ogura. On s'était dit, ça va être lui qui va prendre l'ascendant sur les deux autres rookies, Somket Chantra et donc Fermín Aldeguer. Et en fait, non, il s'avère que sur la Ducati, sur cette GP24, puisqu'il dispose du modèle précédent, il arrive à en exploiter tout le potentiel. Et maintenant, même s'il dit qu'il a encore du travail, parce que ça reste un rookie, il est là et puis il signe son deuxième podium en MotoGP. Donc c'est comme disait Michel, Daligna dit que c'est l'avenir et surtout on y reviendra, mais il dit aussi que Bagnaia, lui de son côté, a fait une course en dessous de la moyenne, quoi. Donc ça montre aussi que Aldeguer était au rendez-vous tout le week-end en Autriche. Oui, évidemment, on va revenir sur Pecco Bagnaia. Aldeguer, comme tu le disais, Michel, c'est un peu surprenant. Il n'a pas forcément brillé au sens propre du terme en Moto 2. Et là, il se révèle sur cette MotoGP, sur cette Ducati. Alors, on sait que c'est l'une des machines, sinon la machine la plus homogène du plateau. On a
j'allais dire, est-ce qu'on peut faire le parallèle aussi, entre guillemets, avec Fabio, qui n'avait pas forcément été nourri d'un palmarès formidable en Moto 2 et qui s'était tout de suite révélé en MotoGP. Est-ce que tu penses qu'on est sur la même trajectoire de pilote ou est-ce que ce sont des pilotes différents? Ouais, c'est difficile de comparer. Après, Fabio a vraiment éclaté dès qu'il est monté sur la MotoGP, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Aldeguer. Il a pas, voilà, on sent que l'acquis progresse, mais ça reste quand même un peu en dents de scie, on va dire, comme a été jusqu'à présent sa carrière. Donc, pour l'instant, on sent qu'il y a un vrai talent, il y a du potentiel. C'est un pilote qui réfléchit, qui est capable d'analyser ce qu'il fait, ce qu'on lui demande de faire, de progresser. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore tout qui est bout à bout. Donc, c'est un peu, j'aurais du mal à comparer, Oui. Fabio, ce qu'a fait Fabio et ce que fait aujourd'hui Fermin. Après, Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, après Eric, pour aller dans le sens de Michel, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer parce que Aldeguer, faut rappeler que son parcours est un peu atypique, hein, parce que c'est pas un pilote qui est passé par le Moto 3, par le mondial Moto 3, qui est passé par le TC, qui est passé par le championnat Superbike 600 en Espagne, qui est passé par le CEV Moto 2, qui a été champion CEV Moto 2, qui est passé directement en mondial Moto 2 ensuite. Donc c'est pas un parcours, on va dire classique. Classique, ouais. Qui a fait du Moto E aussi, si je oui, m'abuse. effectivement, ouais, c'est ça, qui a fait du Moto E aussi également. Donc ça reste vraiment un parcours totalement différent. Et donc son talent est là, bien évidemment. Et je pense que Ducati et Dalinia l'ont remarqué en le signant l'année dernière. Il faut le rappeler, ils l'ont signé avant même le Grand Prix du Qatar. Oui, c'est ça, le Grand Prix du Qatar. Oui, avant la saison même. Hein, c'était. Oui, c'est ça, avant la saison. Oui, c'est ça. Avant la saison, et c'est vrai que, comme le disait Michel, en début de saison, quand on a vu les performances d'Ayogura, on s'est dit, est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau? Et finalement, il a peut-être pris le temps que certains n'ont pas pris avant, comme Ayogura, qui est un peu plus dans le dur aujourd'hui. Ouais, puis après. Ouais, vas-y, Michel, vas-y. Ouais, après, Eric, il est espagnol, et c'est vrai que il y a tellement de pilotes espagnols avec tellement de pépites, de talent, que c'est plus compliqué de repérer de se faire une idée précise du potentiel d'un pilote. Quand on a un Français ou un Suisse ou un Belge qui brille, tout de suite, il y a un focus dessus. Là, c'est vrai que là, il y a tellement d'Espagnols que peut-être que pour le grand public, on va dire qu'Aldeguer est resté en dessous du radar. Mais clairement, oui, quand tu écoutes les gens qui travaillent avec lui et qui ont les yeux pour observer vraiment ce qui se passe sur la piste, ils sont tous unanimes pour dire qu'il y a du potentiel. Et le Moto 2, je pense que Thomas me contredira pas, c'est compliqué de savoir vraiment ce que valent les pilotes. On voit toutes les années, on voit des, c'est complètement à quelques exceptions près, comme on va parler d'Acosta, mais c'est difficile. Il y a des pilotes qui n'arrivent pas en Moto 2 et qui vont confirmer en MotoGP ce qu'ils ont montré en Moto 3, d'autres qui s'y font. C'est vraiment très très spécial, quoi. On voit cette année Alonso qui commence à aller mieux, mais enfin qui a quand même du mal avec cette moto. Holgado qui était derrière Alonso tout le temps l'an dernier, qui s'en sort mieux. Enfin voilà, c'est une catégorie compliquée pour vraiment savoir ce qu'un pilote va donner ensuite en MotoGP. Sans rentrer trop dans les détails, mais à quel niveau c'est compliqué pour justement juger du potentiel d'un pilote par rapport aux Moto 2? C'est quoi la problématique, entre guillemets, Michel? C'est que les motos sont toutes les mêmes? C'est quoi la problématique pour avoir un avis clair, net et précis? Écoute, c'est déjà la problématique, c'est le moteur, quoi. Voilà, on a un Triumph qui est quand même au départ un moteur d'une moto de route. Alors c'était aussi le cas du 4 cylindres Honda, hein, mais voilà, c'est un moteur qui fonctionne sur une plage de régime assez basse, assez étroite, et qui demande, qui a une utilisation un peu particulière. En tout cas, c'est ce que disent les pilotes, hein. Et voilà, après on a la problématique de ces châssis. Une année c'est un Calex qui fonctionne, l'année d'après c'est un Bosco-Scuro. Voilà, il y a beaucoup moins d'assistance qu'il y en a en Moto 3, donc on n'apprend pas forcément à régler. Je veux dire, travaille sur une début de publication comme on va travailler sur une coupe de marque, quoi. Donc c'est vrai que c'est en fait le passage du Moto 3 au Moto 2, il y a une espèce de régression technique en termes de pilotage. Donc je pense que ça affûte les pilotes en termes de bagarre, parce que effectivement tout est très proche. Donc c'est celui qui pousse un peu les autres qui va être devant. Mais voilà, c'est toujours compliqué de se faire un avis sur cette catégorie, quoi. Ouais, beaucoup se sont cassés les dents, hein, c'est sûr, hein. Des champions du monde Moto 3 qui passent en Moto 2, il y en a quelques-uns qui
ont galéré et d'autres qui ont même carrément disparu. Hein. Je pense notamment à Dalla Porta ou autres. Donc c'est une catégorie compliquée. Et comme disait Michel, c'est vrai qu'en termes d'assistance, si on peut rentrer un peu plus dans les détails, il n'y a pas d'électronique ou très peu d'électronique. C'est très limité, alors que les Moto 3, je me souviens à l'époque, pour avoir discuté avec des mécanos de chez Tech 3 qui ont quitté le Moto 2 pour passer en Moto 3 il y a quelques années, clairement les mécanos se disent c'est des vrais protos. Les Moto 3, c'est des prototypes, c'est pas des motos dérivées de la série. Alors on parle plutôt du moteur, mais voilà, avec des châssis qui sont quasiment qui monopolisent un châssis qui monopolise quasiment toute la grille. Donc voilà, il y a des choses qui doivent être appréhendées par les pilotes et qui, pour la plupart, sont hyper jeunes et quand ils débarquent en Moto 2, ils se cassent les dents dessus, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est dommage parce que ça voile le potentiel de quelques pilotes. Ouais. À la limite, il faudrait presque l'inverse, que la Moto 3 soit un peu moins électronisée, on va dire, et que la Moto 2 prépare vraiment au MotoGP par rapport à toutes ces béquilles électroniques. C'est pas vers là que la tendance va aller, ça c'est sûr. Oui, et c'est pas nous qui faisons les règlements. Bon, Aldeguer à suivre évidemment. Il est 8e au championnat. Ça peut jouer encore. Après, c'est vrai, comme tu le disais, Michel, c'est qu'il est des fois un petit peu plus irrégulier. Adaptation des fois à des nouveaux circuits. On va voir ce que ça va donner justement dès le week-end prochain au Balaton Park là en Hongrie. Mais en tout cas, c'est effectivement le pilote à suivre dans les prochaines semaines. Alors, je le disais, on a hésité longtemps avant de vous proposer l'homme du week-end en choisissant Fermín Aldeguer. L'autre homme du week-end, et je pense que là aussi, vous serez unanime avec nous, c'est Marco Bezzecchi sur l'Aprilia. Marco Bezzecchi qui a fait un superbe rendez-vous en Autriche, quasiment sur la même dynamique de Brno, 4e comme en Tchéquie lors de la course sprint, et puis podium hier. Podium, il a tenté de résister à Marc Marquez, mais c'était un peu trop compliqué, et puis Fermín Aldeguer a pris le dessus en fin de course. J'allais dire, entre les résultats de Bezzecchi et le retour de Martin, on a hâte justement que Martin revienne à 100% pour voir un peu ce que ça va donner, parce que c'est Bezzecchi 4e du championnat, personne n'aurait misé là-dessus en début de saison, Michel. Non, et pour revenir sur la course de hier, il a eu un petit problème technique. Alors sur le moment, il n'a pas voulu en parler. Il dit que j'ai pas le droit d'en parler. Et en fait, de ce que je sais, il a eu un petit problème de boîte de vitesse. Donc c'est ce qui l'a fait un peu ralentir en fin de course. Et alors, il aurait peut-être pas résisté à Marc, mais peut-être qu'il aurait pu résister à Aldeguer, voire qu'il aurait pu gagner. Enfin bref, en tout cas, il a fait, tu l'as dit, une très belle course. Et oui, c'est clairement une surprise. Évidemment, on attendait tous Martin, et puis voilà. Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé pour Martin. Mais en tout cas, Bezzecchi a pris sa place chez Aprilia. Et c'est vrai que c'était pas évident pour un pilote qui jusque-là n'avait pas eu de responsabilité, qui avait été toujours un peu un pilote un peu talentueux, mais voilà, on le mettait un peu derrière les autres, quoi. Donc là, c'est clair qu'il a pris sa place de leader aujourd'hui. Et je pense que Rivola doit être bien content de tout ça, parce que du coup, Martin, là, il est un peu contraint à faire profil bas, ce qu'il fait d'ailleurs tous les week-ends. Aujourd'hui, quand on l'écoute, c'est assez marrant après les déclarations qu'il a pu faire en début d'année. Thomas, après, il a rappelé Martin quand même que c'était, je crois qu'ils ont regardé les datas dans le week-end, je crois qu'il avait fait 44 runs, ou non 80 runs avec l'Aprilia, et que Bezzecchi en était à 400 et quelques. Donc c'est forcément, il y a aussi ça qui rentre en jeu, donc c'est sûr que ça doit aussi jouer sur le moral, bien sûr, mais c'est sûr qu'on est loin des déclarations du début de saison, quoi. Ouais, puis après, de toute façon, il a tout intérêt, Martin, à faire profil bas. Mais je crois qu'il l'a dit dans une déclaration en disant qu'il voulait prendre les dernières courses de cette saison pour une préparation à la saison prochaine, puisque maintenant, il aime bien aussi rappeler ce discours en disant « c'est bon, je serai là l'année prochaine », etc. Bon, toujours un petit peu pour arrondir les angles, mais globalement, il est dans visiblement, d'après ses déclarations, après sur la piste, c'est évidemment toujours autre chose, mais il est plutôt dans l'esprit de se dire « je vais profiter de cette fin de saison pour, entre guillemets, rattraper le temps perdu, et l'année prochaine, on verra vraiment, entre guillemets, le vrai Jorge Martin ». Non, c'est un peu ça aussi que vous pensez ? Oui, il est clairement en phase d'adaptation. Voilà, il cherche encore la position. À chaque séance, il modifie la position du guidon.
Donc il cherche sa position sur la moto et il cherche il cherche une base qu'il n'a pas encore trouvée. Alors que Bezzecchi, qui a beaucoup plus roulé, qui a participé à toutes les courses depuis le début de l'année, et évidemment a pris d'autres habitudes et surtout compris comment utiliser cette moto par rapport à la Ducati dont il disposait l'an dernier. Et puis on a vu des petites évolutions aussi, Thomas, hein, ce week-end sur la moto de Martin, notamment des écopes au niveau du réservoir pour qu'il soit un peu plus maintenu, etc. Il est, comme disait Michel, il est toujours en phase d'adaptation. Oui, de toute façon, il doit chercher. Oui, c'est les positions au niveau des genoux. Oui, c'est vrai que il travaille, mais il rappelait aussi que, parce qu'il a chuté durant le week-end, que les chutes aussi, lui ont, c'est bête à dire, mais lui, c'est pas ses propos, mais en gros, ça fait partie de la phase d'apprentissage, trouver la limite de la moto. Ça fait partie, se relever, recommencer, relever, et là, les chutes dont il a souffert durant le week-end, forcément, ça lui a aussi rappelé les limites de cette moto. Donc, il évalue en temps réel, en même temps qu'un week-end de course, qui n'est pas simple. Comment fonctionne cette Aprilia. Pour l'instant, je pense pas qu'il en ait trouvé les clés, même si ses résultats sont loin, pour l'instant, d'être ridicules non plus. Ouais. Alors Bezzecchi, donc je disais 4e au championnat, il n'est pas si loin que ça. Enfin, il est pas si loin que ça. Il a 43 points de Bagnaia. On va en parler de Bagnaia, mais Bezzecchi, est-ce que vous le voyez terminer sur le podium de la saison ou est-ce que c'est un peu utopique, Michel? Ça va dépendre. Ça va dépendre de la fin de saison de Bagnaia, clairement. Je pense pas qu'il puisse aller chercher Alex Marquez. En revanche, si Pecco continue à dévisser comme il le fait depuis un moment, oui, il peut clairement aller viser le podium du championnat. Alors tiens, on va en profiter. C'était pas tout à fait l'ordre établi, mais on va faire, comme on a commencé à faire la liaison avec Pecco Bagnaia, on va justement parler de Pecco Bagnaia sur ce week-end. Alors, vendredi, on se dit que ça y est, il est revenu, il a fait un reset. Cette pause estivale lui a été bénéfique. Il est dans le game dès le début. Il est devant. Il s'échange le meilleur temps avec Marquez. Bon, il fait une première ligne en qualif. Et puis, tout s'écroule, quoi. Le départ de la course sprint. Alors, il a beaucoup parlé de problèmes de stabilité, etc., en mettant un coup de pression, encore une fois, chez Michelin. Mais par contre, il n'a absolument pas parlé de son départ, qui a été un petit peu comme celui d'Aldeguer, totalement chaotique. Vous avez eu des précisions sur ce problème de départ, simplement, déjà? Moi, je l'ai manqué, le débrief après le sprint, donc je laisse la parole à Michel. En fait, déjà, il faut replanter un peu le décor pour parler de tout ça. Le Red Bull Ring, c'est un circuit un peu spécial. C'est un circuit qui est très simple techniquement. C'est stop and go, vraiment. Avec de grosses contraintes sur les pneus, parce que de grosses accélérations, un revêtement qui est pas très abrasif, des gros freinages, donc en gros, énormes contraintes sur les pneus. Donc pour supporter ces contraintes, Michelin amène en Autriche, comme en Thaïlande et sur 2 ou 3 autres circuits, une construction de pneus arrière beaucoup plus rigide. Donc à laquelle il faut s'adapter. Évidemment, elle est plus rigide, même avec des gommes un peu tendres, il y a toujours un manque de grip par rapport à l'allocation un peu habituelle, on va dire. Donc difficulté pour tout le monde, et on en parlera plus tard. Le pire, c'était les Yamaha qui ont été à la rue tout le week-end, donc pour faire fonctionner ce pneu. Ce qui s'est passé au départ, parce que c'était ta question initiale, c'est que la moto patine au départ pour Bagnaia, mais aussi pour Aldeguer. En gros, tous les pilotes avaient un problème de grip pour faire fonctionner ce pneu. Et pour Bagnaia, ça a été pire que tout. Donc, il patine au départ. Donc son pneu monte immédiatement en température, donc il y a une usure excessive. Les 5 premiers tours, il fait ça parce qu'il y a eu analyse derrière de ce fameux pneu, parce qu'on s'est dit, Bagnaia, il a quand même pas de bol. Chaque fois qu'il y a un pneu en bois chez Michelin, il est pour lui. Donc c'est quand même. Alors, analyse faite par Michelin, ce pneu, il a été fabriqué il y a 2 mois. Il sort de la même série que les autres pneus qui ont été amenés sur le circuit. Tu sais comme moi comment sont produits ces pneus, Eric. C'est une machine en 3D, tout est robotisé, s'ils sont faits individuellement. Enfin bon, bref, c'est quand même pas le pneu du commerce. Donc ils sont tracés, voilà. Donc apparemment, il y a 0 problème sur le pneu, même chez Ducati,
qu'ils ont analysé, de ce qu'ils savent d'aujourd'hui, il n'y avait pas un défaut sur le pneu. Donc ce pneu, simplement, il a été mis en surchauffe au départ par ce patinage, et ensuite il s'est dégradé très vite. Et après, au bout de 5 tours, il y avait des vibrations sur la moto, donc des grosses vibrations. Mais ça, il y a eu une analyse. On a vu Bagnaia qui s'agitait et qui a fini par s'arrêter. Mais toute l'analyse des data qu'on a pu faire chez Ducati sur ce qui s'est passé, personne ne comprend. Donc ça reste un mystère. Donc forcément, à un moment donné, on se demande est-ce que Pecco est pas un peu en train de péter les plombs, quoi. Est-ce que, voilà. En tout cas, il y a un vrai souci aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, le week-end avait bien commencé. Il était rapide. D'ailleurs, pour Marc, il avait fait de son coéquipier son adversaire numéro 1 sur ce week-end. Ouais, vendredi. C'est un circuit où il avait gagné déjà 2 fois. Il avait 5 succès sur les 5 dernières courses disputées. Il avait gagné les 2 sprints et les 3 grands prix. C'est ça, Thomas? Exactement, ouais. Tout ça, invaincu depuis 2022. Donc ouais, il était là sur le vendredi, et puis après il est plus là, quoi. Donc c'est vrai que lui aujourd'hui, il dit hier il était, son débrief c'était je comprends pas, j'attends des réponses. Donc là, on sent quand même que ça commence un peu à monter en pression chez Ducati, quoi, hein. Même si Tardozzi dit clairement aujourd'hui, on est plus déçu des problèmes de Pecco que content des succès de Marc. C'est vrai que ça nourrit un peu les scénarios les plus fous, etc. Il a encore un an de contrat, Bagnaia, chez Ducati. Il faut prêter crédit à tout ce qu'on entend, qui pourrait être rétrogradé, que Alex Marquez pourrait débouler dans la structure, etc. Officiel, je parle bien évidemment, où tout le monde va faire en sorte que, entre guillemets, il faut sauver le soldat Bagnaia, quoi. Non, il va rester chez Ducati encore un an de plus. Oui. Après, on ne sait pas comment va finir la saison. Après, tu peux imaginer. Tu peux tout imaginer. On se souvient d'Inaes qui a pété les plombs en Autriche justement, qui a cassé son moteur. Bon, voilà, tu peux tout imaginer. Mais bon, je pense pas que Pecco soit ait ce profil psychologique. Mais non, il y a un vrai problème. Et il y a un autre souci, c'est qu'en fait, personne ne sait vraiment ce que vaut cette GP. Qu'est-ce qu'est cette GP25? On rappelle qu'il y a 3 pilotes qui l'utilisent. Il y a Marc Marquez, Pecco Bagnaia et Di Giannantonio. Et Pecco, c'est le seul pilote qui est passé de la GP24 à la GP25, puisque Marc et Di Giannantonio étaient sur une 23. Une 23 qui était une moto. Alors, on dit ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la meilleure moto. Mais aujourd'hui, on dit que c'était une moto qui était difficile, qui était pas moins performante. Oui. La GP24 a clairement marqué un pas en avant, des progrès. Avec le pneu. Et aujourd'hui, avec le pneu surtout. Ouais, l'utilisation des pneus. Et aujourd'hui, ceux qui utilisent la GP24, Alex Marquez et Aldeguer, voilà, on voit ce qu'ils font avec. Donc, pour que ce soit Marc Marquez ou Di Giannantonio, ils disent que la moto, c'est une super moto, c'est la meilleure moto qu'ils ont jamais utilisée. Mais ils n'ont jamais roulé sur la GP24. Et Pecco lui dit que la GP24 était mieux et que voilà, il perd le feeling en entrée de virage avec cette moto, il n'arrive pas à freiner comme il freinait. Et chez Ducati, c'est difficile de savoir. Il y a une différence au niveau du moteur, mais alors qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est un calage qui fait qu'il y a un comportement différent sur les entrées de virage? C'est vraisemblablement le cas. Donc je pense qu'on n'est pas loin de la polémique. Ça va être Ducati a fait une moto pour Marquez. Une moto pour Marquez. Ouais, ça voilà, je pense que ça va pas tarder. Ouais. Alors, il y a quand même une petite chose, et je vais me tourner vers Thomas pour rebondir sur ce que tu disais, Michel. Di Giannantonio a quand même un peu mesuré en disant qu'il avait aussi un petit peu des difficultés. Et j'ai cru entendre que visiblement, dans les plans de Ducati pour 2026, qui sera la dernière année avant le changement de règlement, que pour 2026, finalement, tout le monde aurait globalement une GP25. Tous les pilotes Ducati auraient une GP25. Donc là, il y a un peu le feu pour Bagnaia s'il n'arrive pas à trouver le mode d'emploi, parce que l'année prochaine, globalement, il repart avec la même moto. Thomas. De toute façon, c'est le règlement, il est de telle sorte que tout est figé de toute façon. Donc, il y a encore plus pour Ducati qui ne bénéficie d'aucune concession. Donc, on l'a répété en début de saison. Là, ils sont partis. Le choix qu'ils ont fait durant les essais hivernaux, c'est le choix qu'ils gardent et qu'ils ont entériné pour les 2 prochaines saisons, donc 2025 et 2026. Donc, effectivement, s'il n'arrive pas à s'adapter à cette moto-là, il repartira pour une année 2026 avec le même comportement. Donc, il va falloir qu'il s'y fasse.
Et je crois que Michel en parlait, tu t'en parlais il y a quelques débriefs auparavant. On peut pas remettre le châssis 2024 sur la 2025. Enfin, apparemment c'est compliqué par rapport aux positions du moteur. Donc et puis de toute façon c'est dans la logique. Même Bagnaia le disait le premier, c'était à Austin. La logique, c'est qu'on évolue. On va pas rester sur une moto qu'on va se trimballer, qui date de 2024 entre guillemets, qu'on va garder encore 2 ans de plus. Donc même si elle fonctionnait l'année dernière, lui, dans l'idée, il veut évoluer. Mais aujourd'hui, il n'y arrive pas. Et comme dit Michel, son problème, c'est les freinages. Alors que Pecco, sa particularité, sa grande force, notamment face à Martin, c'était sur les 2 dernières saisons, c'était les freinages. Il était pratiquement imbattable sur ça, quoi. Une moto hyper stable et tout. Et là, il n'arrive pas à faire et à répéter ce qu'il faisait les saisons passées. Donc il comprend pas et puis voilà, il perd plaisir sur la moto, voilà, comme il dit. Donc il est vraiment atteint moralement quand vous le côtoyez. Comment il reste, parce que tu nous l'avais décrit, Michel, comme quelqu'un qui a énormément de confiance en lui-même, qui est assez sûr de lui, etc. Aujourd'hui, il est dans quel état d'esprit, sincèrement? Bah, écoute, vendredi, il était plutôt content, positif. Ouais, content, positif, voilà, et en se disant j'attaque. Après, j'ai discuté aussi avec Gabarini, son chef mécanicien. Il dit qu'en fait, ils ont quand même progressé. Ils voient des choses, ils savent vers où aller. Ils ont des idées. Ils vont y arriver. Donc, et en même temps, on parle de rien là. C'est des petits détails qui font que le feeling du pilote va se transformer. Après, moi, si tu me demandes mon avis, je vais te dire que son plus gros problème, il est de l'autre côté il est à côté de lui, quoi. C'est évident quand tu as un pilote comme, et tu peux en parler avec Lorenzo, tu peux en parler avec Paul Espargaro, tu peux en parler avec Dani Pedrosa, tous les gars qui ont été assis à côté de Marc Marquez dans le garage. Et ils te disent que bah voilà, t'es à côté du meilleur pilote. Ouais, c'est un rouleau compresseur, quoi. T'es à côté du mec qui est plus fort que toi et il fait des trucs que tu n'arrives pas à faire. Donc forcément, quand tu as été champion du monde, quand tu as admiré parce que tu étais le meilleur, bah là non, c'est pas toi le meilleur, c'est le gars qui est assis à côté. Donc quand tu es un compétiteur, c'est forcément ça te mine le moral, quoi. Après, il y a une autre phase qui me semble un peu bizarre, toujours pour parler un petit peu côté psychologique et moral. C'est son début de course en Grand Prix, de la course du Grand Prix, il n'est pas si mauvais. Et bon, c'est vrai qu'il se fait tasser par Acosta au freinage du virage numéro 4, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on a l'impression qu'une fois qu'il s'est fait dépasser, tout s'écroule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus la... On a l'impression qu'il lâche l'affaire, entre guillemets. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, je ne sais pas si lui l'analyse comme ça, mais de l'extérieur, il résiste, et au moment où il se fait passer, il dit j'ai tout donné. On a l'impression, en tout cas, vu de l'extérieur, qu'il se dit là j'ai tout donné, ils m'ont passé, maintenant je lâche l'affaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. En tout cas, lui, hier, dans ses explications, il dit que c'est parce que son pneu a droppé et qu'il n'avait plus la possibilité de gérer la situation. Bon, voilà, si on se base sur ses propos, après tu peux interpréter sur le fait qu'il baisse les bras. Voilà, concernant après le dépassement avec Acosta, lui il trouve que ce dépassement, même si effectivement est un peu musclé, on va dire, ou incisif. Non, mais c'est viril, mais correct, on va dire. Oui, voilà, ça. Mais lui, il le dit, à partir du moment où un pilote est plus rapide que toi, voilà, lui il est passé. Enfin, donc. Après, c'est impossible de doubler autrement ici. Sur ce circuit, t'as 3 virages où tu peux doubler et c'est des blocs passes à chaque fois parce que de toute façon, généralement en MotoGP aujourd'hui, les seuls moments où tu peux doubler, c'est sur les freinages. Les assistances font que, tout l'aéro qui a été mis en place font que le contrôle du freinage, il est, en gros, tout le monde est sur les mêmes limites. Donc forcément, pour aller doubler, il faut vraiment te pendre et faire ta place et tu es obligé de pousser, quoi. Enfin, en tout cas, de pousser, de bloquer celui que tu vas mettre à l'extérieur. Et surtout, si tu veux pas que ça recroise derrière, il faut vraiment le coincer. Donc, tous les dépassements, ils ont été un peu dans cet acabit-là. Hein. Ouais. Mais c'est le circuit qui fait que c'est comme ça. Et les pneus et l'allocation de pneus également. Ok. Bon, Bagnaia, il faut qu'il se réveille. On verra ce que ça va donner en Hongrie, au Balaton Park. Alors, on a vu que les pilotes Ducati avaient été faire des essais avec des Ducati V4S. Bagnaia avait roulé même plus vite, a roulé plus vite que
que Marquez. Par contre, Marquez, lui, est content de voir ce nouveau circuit arriver. Par contre, Bagnaia, lui, émet des doutes par rapport à la puissance des MotoGP. Vous en pensez quoi? Écoute, même Bautista le disait avant même d'arriver en arrivant en Superbike, lui qui a roulé sur les deux motos, il le sait. En plus, il a roulé récemment sur une Ducati, donc il peut en parler encore davantage. Mais oui, apparemment, on passe limite la 5e en Superbike. Donc avec les calages, les braquets qu'on peut mettre sur les motos, enfin la possibilité de réglage qu'il peut y avoir sur une MotoGP qu'il n'y a pas sur une Superbike, ils pensent même que ça va être difficile. Ils peuvent faire en sorte de ne pas jamais atteindre la 5e en MotoGP, tu vois. Donc ça reste un petit circuit. Bagnaia, on parlait de Bagnaia il y a quelques instants. Bagnaia en début de week-end disait, c'est pour pas alimenter la polémique, quand on lui a demandé ce qu'il pensait de ce circuit, il a dit c'est un circuit intéressant. Mais voilà, avec ce que ça suppose derrière, mais bon, un circuit qui tourne à gauche, donc pour Marquez, quoi. Ouais. Et qui plus est, qui risque de poser encore des problèmes de pneus, parce que il y a une partie qui est vraiment très très lente où la température baisse énormément, et le reste du temps c'est des virages de stop and go avec un revêtement qui a beaucoup de grippe, et voilà, donc des contraintes aussi, donc un truc un peu paradoxal sur ce tracé. Il n'y a pas eu de test avec les pilotes officiels, donc on va être un peu, même si l'allocation va être un peu plus large, il y aura 3 pneus avant, 3 pneus arrière disponibles avant le choix final, mais on risque d'avoir des surprises encore au niveau des pneus et de leur utilisation. Bon, affaire à suivre, on sera fixé de toute façon dès vendredi, mais enfin, à avis personnel, vu ce qui s'est passé en Superbike, je pense que ça va pas être une partie de plaisir pour le MotoGP. On espère qu'on n'assistera pas aussi à l'empilage auquel on a eu droit en Superbike au premier virage. J'espère que tout se passera bien, parce que c'est un circuit qui est un peu chaud à mon avis pour ces MotoGP. Bref, on verra ça. On va passer à la fratrie Marquez, en commençant par Alex Marquez, parce que on parlait de Bagnaia, et Alex Marquez, c'est sa cible, puisque s'il veut aller chercher le titre de vice-champion du monde, c'est Alex Marquez qui doit aller chercher. Et Alex Marquez, finalement, il a fait un super week-end. Alors, c'est compliqué d'analyser son week-end, parce qu'il est un peu plombé par son long lap, qui traînait de pénalité depuis la Tchéquie. Et finalement, on s'est aperçu, comme tu le disais, Michel, que une fois qu'il a fait son long lap, pour revenir pour doubler, c'était loin d'être évident. Et heureusement pour lui, entre guillemets, c'est une bonne opportunité que Bagnaia ait un petit peu connu ses problèmes, parce qu'il aurait pu lui reprendre pas mal de points, et finalement la situation tourne plus en faveur d'Alex Marquez que de Pecco Bagnaia. Exactement, c'était son motif de satisfaction hier soir. Après, comme il l'a dit, il sortait d'un Grand Prix avec de résultats blancs, donc voilà, il s'est remis aussi, il a profité de la trêve estivale pour récupérer de sa blessure à la main. Il a eu une fin de première une fin de première moitié de championnat un peu compliquée, avec la blessure, l'accrochage, des résultats blancs. Donc là, il s'est remis dans le rythme en étant performant dès le premier, et sur le sprint, on l'a vu performant. Après, ce long lap pour avoir percuté Mir à Brno. Mais globalement, en tout cas en termes numériques, il s'en sort bien ce week-end. Thomas? Rien à rajouter. Non, c'est un week-end qui fait. Après, même pour le championnat, globalement, ça fait du bien de revoir, que Alex Marquez soit là, parce que là, on commence déjà à faire les calculs. On faisait les calculs hier, encore une fois, pour savoir quand est-ce que Marquez allait titrer. Japon, Indonésie. Donc là, c'est bien qu'il y ait Alex Marquez qui puisse quand même au moins donner le change à son frère, même si, effectivement, il lui en manque encore un petit peu pour aller le battre vraiment à la régulière, quoi. Donc, non, mais de toute façon, il s'est fait à l'idée que aujourd'hui. Oui, mais heureusement qu'il est là pour le. Ouais, bien sûr. Mais le combat d'Alex Marquez, c'est la deuxième place du championnat, et finir devant, rester devant Bagnaia, parce que il le dit clairement, son frère a passé un cap. Aujourd'hui, il est au-dessus du lot, il exploite mieux la moto. Il est arrivé dans cette équipe aussi. Il a dû apprendre à travailler avec de nouvelles personnes, ça on l'a oublié. Et puis une moto, on l'a dit, qui est difficile, et qui a mis un peu de temps. Lui, il a trouvé ses marques, ce qui n'est pas le cas de Pecco. Et aujourd'hui, la marge de progression est là, et
et il va continuer à évoluer avec cette moto, alors qu'Alex, il a une GP24 il a fait une bonne première partie de saison parce qu'ils avaient toutes les datas qu'il fallait pour régler la moto sur chaque circuit et l'exploiter au maximum. Mais maintenant, ce maximum fait que la GP25, aux mains de Marc Marquez, est supérieure. Et évidemment, Marc est aussi supérieur. Donc, c'est QFD, quoi. Bah justement, on va en parler de Marc Marquez. On le disait, rouleau compresseur, 418 points déjà au championnat. Alors, si je rentre un peu dans ton domaine, Thomas, hein, tu m'excuses, mais j'ai regardé un peu les stats. C'est son 6e week-end d'affilée où il fait le doublé. C'est quand même juste incroyable. C'est sa 12e victoire en sprint sur 13 courses disputées. Et si on regarde les Grands Prix, il y a que 2 fois où il est hors du podium. C'est sa chute à Austin et puis la fois où il est tombé, il est reparti, mais je ne me rappelle plus sur quelle course. Jerez, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, ça lui fait 9 victoires en course Grand Prix et 6 consécutives. On a tout dit quand on dit ça, non, Thomas? Oui, bah, il est en train de faire... Alors, certains vont dire qu'il a fait mieux en 2019 en terminant que soit premier, soit deuxième et en ayant chuté qu'une seule fois alors qu'il était devant à Austin. Mais là, avec ce qu'il est en train de faire, en plus en rajoutant les sprints, voilà, il écrase tout, quoi. Donc même s'il fait pas la pole position parce qu'il s'est loupé, ça reste quand même un week-end quasi parfait pour Marquez. Pour donner encore un autre chiffre, le vendredi soir, Marquez avait mené 56 séances, donc sprint et course inclus, course inclus, depuis le début de la saison. Alors qu'en 2019, toute la saison 2019, il en avait mené que 55. Donc c'était déjà une de plus au vendredi soir du Grand Prix d'Autriche. Voilà, donc parce qu'on me demande déjà de calculer le nombre de fois où Marquez aura fait des week-ends parfaits. Donc du coup, je commence déjà à regarder ça, mais voilà, c'est pour dire que Marquez, oui, est nettement au-dessus du lot, quoi. Personne ne peut aller le chercher, même sur un circuit sur lequel il n'a pas gagné, quoi. Il n'avait pas gagné jusqu'ici. Et puis il y a aussi, Michel, un autre discours de langage qui a changé, c'est que là maintenant, il parle du titre. Jusqu'à présent, il avait plutôt dit voilà, je prends les courses, machin. Mais là, ce week-end en Autriche, il a vraiment dit maintenant, ce que je veux, c'est sécuriser mon objectif principal, c'est le titre. Et là, clairement, là, il l'a vraiment affiché. Oui, bah, on sait que c'est son objectif. Mais ce qu'il dit, son discours, c'est de dire voilà, il faut. Peu importe quand, parce que tout le monde lui demande alors tu penses que tu es champion quand au Japon, à Misano peut-être? Non, lui dit de toute façon l'important c'est pas quand, mais c'est de décrocher ce titre. Donc pas tomber dans le piège de me dire je vais l'avoir le plus tôt possible en essayant de gagner toutes les courses. Je fais au mieux à chaque fois que je peux. Donc bon, faire au mieux, c'est pour Marc Marquez, c'est gagner la course. Voilà, la seule erreur, et Thomas l'a rappelé, c'est une chute en Q2 ce week-end qui fait qu'il se retrouve 4e. Et là, il a dit, je me suis compliqué la vie, j'ai fait une connerie, je me suis compliqué la vie. Et il explique sa chute par le fait qu'il passe sur son dernier run, il se voit P4, et là, il se dit, bon, ça l'a agacé, et il en a trop remis, il s'est emporté, il est tombé, quoi. Mais voilà, et il dit, c'est vrai que partir de 2e ligne, tu te compliques la vie, parce que surtout sur des circuits avec un premier virage, un entonnoir comme en Autriche, tu prends des risques de te retrouver dans des situations périlleuses. Et après, voilà, comme c'est un circuit difficile à doubler, tu peux avoir des problèmes de chauffe de pneumatique, etc. Donc, tu te rajoutes un peu de stress pour rien. Bon, ça l'a pas empêché de gagner le sprint et le Grand Prix. Ouais. Après Eric, juste pour revenir sur le, voilà, il peut commencer à parler du titre ou en tout cas y penser parce que à quelques points près, il a déjà 4 Grands Prix d'avance. Donc, si tu veux, là déjà, il y voit clair jusqu'au Grand Prix d'Indonésie. Donc, toi, s'il faisait 4 résultats blancs, les 4 prochains résultats, enfin 4 Grands Prix blancs, il serait toujours plus ou moins en tête à quelques points près potentiellement. Donc, c'est surtout quand on parle comme ça qu'on s'aperçoit effectivement de la mainmise qu'il a sur le championnat, parce que tu te dis, au pire, il peut lui arriver quelque chose, il n'est pas là pendant 4 Grands Prix, il revient, il sera toujours en tête. C'est là où tu te dis que c'est là où on visualise vraiment sa domination. C'est ça qui est incroyable. Et puis la domination, tu la visualises par rapport à ses adversaires. Donc, qui sont aujourd'hui ses adversaires? Son frère qui fait sa meilleure saison en MotoGP, mais qui de toute façon est dans une équipe indépendante avec une moto qui est aujourd'hui à son maximum, contrairement à la sienne.
Tu as un coéquipier qui est la tête dans le seau, et puis après, tu as un Bezzecchi qui fait une super belle saison, qui débute chez Aprilia, mais voilà, avec une moto qui n'est pas encore au niveau de la Ducati. Donc, je veux dire, s'il ne se blesse pas, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'être champion du monde, quoi. Je pense que, je ne sais pas si Thomas, tu as fait le calcul, mais même à mon avis, en terminant 10e, 10e tous les week-ends, non, mais voilà, je pense qu'il peut se permettre de terminer au-delà de la 5e place et être champion du monde. Ouais, c'est pas trop son caractère. Hein. Non, mais donc voilà, la seule chose qui puisse lui arriver, le malheur qui puisse lui arriver, c'est qu'il se blesse. C'est la seule chose qu'il doit éviter, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, Michel, en disant, bon, il est tombé en Q2, il dit j'ai fait une connerie, mais c'est ça aussi le côté attachant de Marquez, c'est que même si à chaque fois il dit, bon, voilà, je sais que là, ici, c'est un tel qui est un peu plus fort, donc même si je gagne pas, c'est pas dramatique, etc. Mais tu sais toujours que derrière, à un moment, dans sa tête, il y a un truc qui va le déclencher pour aller gagner, pour aller faire la pole. Rappelle-toi, là, quand il a battu Bezzecchi lors du dernier Grand Prix, c'était en Allemagne, je crois, il était à 1 seconde et demie ou 2 secondes, et puis il s'est dit, oh, bah, je l'ai vu, et je me suis dit, bah, il faut que j'y aille. Donc, c'est ça aussi qui est le côté, j'allais dire, attachant, c'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est qu'il a jamais l'affaire, même comme tu le dis, s'il pouvait se contenter de terminer 10e, et c'est ça aussi qui fait sa force. Oui, c'est sa personnalité. Voilà. En plus, c'est un pilote qui se plaint jamais voilà, qui assume ses erreurs et qui se plaint jamais de ses pneus, de sa moto. Voilà, c'est aussi qui fédère autour de lui les gens, quoi. Voilà, quand tu discutes avec des techniciens, que ce soit les gens de chez Ducati ou les gens de chez Michelin, si tu veux, ils le regardent tous avec des yeux admiratifs, quoi. Hein, c'est évident, quoi. Il est toujours positif. Et on se souvient les années Honda où il a quand même bouffé. Et pourtant, Dieu sait s'il a donné avec la Honda. Hein. Ouais. Alors, avant de parler de nos Français, ce qui ne sera pas forcément une partie de plaisir, entre guillemets, je voudrais qu'on revienne aussi sur Pedro Acosta et à travers Pedro Acosta de KTM, parce que on a eu un week-end plus que positif. On a retrouvé un Binder ressuscité, Brad Binder aussi, et Acosta qui était vraiment plutôt j'allais dire déchaîné à domicile devant son employeur, mais en tout cas ça fait un bon week-end, un bon résultat, parce qu'il revient à égalité au championnat avec les pilotes de la VR46 pour la 5e place. Hein, ils sont à égalité de points, j'ai regardé. Acosta, ça y est, hormis la gestion de ses pneumatiques, il a enfin trouvé le mode d'emploi de cette KTM officielle, Michel. Ouais, tu as oublié Bastianini dans le. Oui, Bastianini, oui, bien sûr. Après, bon, c'est le circuit. Maison. On est en Autriche, c'est le circuit maison, mais c'est au-delà du fait qu'on soit en Autriche, c'est quand même un tracé qui correspond parfaitement aujourd'hui aux qualités de cette moto, à savoir un moteur ultra rapide et une moto hyper stable au freinage. Voilà. Donc, bon, ça n'enlève pas le mérite d'Acosta de s'être battu comme il s'est battu, mais je pense qu'Acosta, son plus gros changement, c'est son mental. Après, et d'ailleurs, c'est le cas de Bastianini et Vinales. Vinales, il a dû jeter l'éponge, parce qu'il s'est pas remis de sa blessure à l'épaule, mais sinon il aurait été aussi dans le coup. Et en fait, depuis le début de l'année, Vinales était le pilote le plus performant, parce que c'était le pilote qui s'est jamais dit je vais quitter KTM, ça va mal, ça va fermer, etc. Lui, il s'est dit KTM, c'est la marque avec laquelle j'ai commencé, je l'ai sur le cœur, je rêvais d'être en orange, je suis à fond. Et ce côté positif, en fait, l'a servi jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il se blesse en Allemagne. Mais les trois autres, ils étaient, Binder un peu à part, mais Acosta et Bastianini, ils étaient dans l'idée il faut qu'on trouve une solution pour l'année prochaine. Donc, avec leur agent, essayer. Moi, je vais aller chez peut-être une Ducati chez VR46. Bastianini, où c'est que je peux rebondir? Peut-être chez Honda. Aprilia. Chez Aprilia, oui. Donc, bref, ils cherchaient à partir. Donc là, ils ont compris que de toute façon, ils partiraient pas. On les a rassurés sur la viabilité du programme, au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on performe avec la moto qu'on a. Donc, c'est ce changement d'attitude qui pour Acosta, il n'y avait pas de raison qu'Acosta il soit à la rue par rapport à l'an dernier où il fait une excellente première saison. Donc je pense que c'est son attitude qui aujourd'hui lui permet de. Après, il y a eu un peu des nouveautés aussi, je crois, Thomas. Là, il y a eu un nouveau c'était les Autrichiens.
Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau package aéro qui apparemment fonctionne plutôt bien, en tout cas selon les dires d'Acosta notamment. Donc ça lui a permis de se sentir mieux sur la moto. Maintenant, comme dit Michel, il y a tout un tas d'autres raisons aussi qui expliquent les performances de l'ensemble du projet KTM. Ouais, puis on l'a vu, ce package aéro, c'est Binder qui est en course à la moitié droite abîmée, et on voit que la moto, elle est un peu moins stable quand même. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Ah bah oui, ce sont des. Maintenant, l'aéro, ça devient la pierre angulaire du MotoGP. Sans ça, il n'y a que Marquez qui arrive à rouler sans élan. Même sans carénage, parce qu'on l'a revu pendant les qualifs, il avait bien mâché ça, Ducati. Bref, bon, du coup, Michel, tu le disais, le circuit, c'est le circuit maison, ça convient parfaitement au style et aux qualités de la KTM. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, par rapport au mental d'Acosta, est-ce qu'on peut le retrouver vraiment maintenant aux avant-postes, ou est-ce que ça sera un petit peu en fonction des configurations de circuit? Un peu des deux, mon capitaine. Merci. Non, mais là, on voit, d'ailleurs, on discutait de ça avec Thomas hier, on voit que alors, Marquez écrase tout, Ducati gagne tout, mais la domination générale, elle est un peu moins présente, Thomas, de Ducati. Donc, oui, ça veut dire que, voilà. C'est parce que l'an passé, en tout cas la deuxième partie de saison, rares sont les fois où on avait une autre moto qu'une Ducati sur le podium. Là, c'est quand même très régulier qu'on retrouve, en tout cas déjà aux avant-postes, qu'on retrouve une Aprilia, qu'on retrouve maintenant une KTM. Donc c'est la domination, certes, est moindre. Par contre, Marquez répétait encore une fois que même s'il y a d'autres motos qui se rajoutent à l'équation, d'autres marques qui se rajoutent à l'équation, ça reste quand même encore une Ducati qui gagne ce week-end. Ça, il l'a bien rappelé. Non, mais tout ça pour dire, et pour répondre à ta question, Eric, c'est que oui, il y a plus d'opportunités aujourd'hui d'avoir un Acosta qui va remonter sur le podium, ou d'un Bezzecchi, et peut-être d'ici la fin de l'année, on l'espère, un Martin. Bon, affaire à suivre donc, mais en tout cas, c'était plutôt effectivement un bon week-end pour les Oranges, et ça fait plaisir. On va aborder nos Français. Alors, je ne sais pas si on peut parler, on va dire, verre à moitié plein pour Johan et verre à moitié vide pour Fabio, parce que sincèrement, ils n'ont pas été à la fête. Alors, on va commencer par Johan Zarco. Johan qui a un petit peu planté le décor assez rapidement pendant les essais, en disant qu'il va falloir de toute façon apprendre à se contenter de saisir des opportunités quand il y en a. En gros, il a remis un petit peu l'église au centre du village en disant que oui, la Honda, elle progresse, mais finalement, il ne faut pas non plus attendre tous les week-ends des miracles. C'est un peu ça, sa philosophie sur le week-end autrichien, Michel. Oui, je pense que son équipe l'a un peu rappelé à l'ordre. Je discutais avec Lucio Cecchinello qui lui voyait les choses ainsi. Ils ont eu la chance de profiter de la chance, et aussi c'est le résultat de leur travail, de gagner au Mans, de profiter de la pluie, d'un bon choix de pneumatique, d'une très belle course, derrière un joli podium à Silverstone, et tout ça a fait que Johan s'est dit ça y est, j'ai une moto pour comme si j'avais une Ducati, je vais me battre pour le podium tous les week-ends. Non. Donc, il s'est mis trop de pression, des objectifs trop élevés par rapport à ce qu'il pouvait faire, et ça plus les voyages au Japon, Suzuka, etc. Ça l'a un peu détricoté, quoi. Donc là, ils essaient de repartir avec des ambitions plus raisonnables. Ça n'empêche pas que la Honda progresse, parce que ce week-end, c'est Mir qui a fait une très belle course, qui termine 6e. 6e, ouais. Donc ça veut dire que il y a quand même des progrès. Donc voilà, maintenant je pense qu'ils ont un peu mieux bossé dans l'équipe officielle que chez Lucio ce week-end. Il y a eu des chutes aussi qui ont un peu freiné la progression et le travail sur l'ensemble du week-end pour Johan, mais c'est bon, il marque des points en sprint, il marque des points, même des petits points. Il est quand même dans les points. C'est pas génial, mais bon, pour une reprise, c'est pas non plus ridicule. Enfin, en tout cas, c'est bien mieux que du côté de chez Yamaha, où là, ça a été vraiment la cata absolue, quoi. Ouais, on va en parler juste après. Thomas, Mir devant Zarco, c'est une première en course, ou c'était déjà arrivé?
Non, c'est déjà arrivé. Je sais plus, il y a quelques grands prix. Je crois que je peux D'accord. revérifier, mais non, c'est déjà arrivé. Après, c'est un des circuits, on va dire, qui plaît, enfin qui convient, enfin voilà, qui plaît beaucoup à Amir aussi. Hein. C'est un de ses circuits de prédilection. Il avait performé là déjà en Moto 3, en Moto 2, et puis là maintenant en Moto GP. Même s'il y a quelques années, il s'était envolé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son high side en course avec la Suzuki, où il s'était envolé et il s'était fracturé les chevilles. Mais non, voilà, donc c'est globalement du côté de chez Honda, ils ressentent une progression. Par contre, pour avoir demandé à Marini qu'est-ce qui leur manque encore aujourd'hui, il leur manque encore un peu de tout. Il n'y a pas un point sur lequel ils pêchent. C'est vraiment sur tous les aspects, que ce soit l'accélération, que ce soit en sortie de virage, que ce soit en entrée de virage, que tous les points, il leur manque encore quelque chose pour faire vraiment, en tout cas rattraper le step que les autres ont pris en début de saison. Donc, ils travaillent, c'est sûr. Il y a des évolutions. Il y a eu un nouveau carénage ce week-end, voilà, mais il en manque encore un peu, quoi. Donc, c'est sûr que pour à la régulière, sans les éléments qui s'ajoutent à ça, voilà. Il manque clairement du moteur, et sur un circuit comme l'Autriche, pour aller doubler, c'est compliqué. Tu ne peux rien faire, quoi. Donc tu ne peux que tu es toujours en défense. Tu peux que résister, essayer de pas te faire passer, mais tu n'as aucun espoir d'aller doubler, quoi. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec sa course de Johan, où il a tenté pendant 4-5 tours de résister à Marquez, et puis après c'était de bloquer les deux VR46, quoi. Voilà. Ouais, alors on va faire vite, parce que malheureusement c'est un petit peu le côté effectivement difficile de cette Honda, et on va aussi s'attarder sur le cas de Fabio. Alors j'allais dire, Fabio désabusé, exaspéré, on a senti qu'il était à la limite de la rupture là, qu'il allait exploser ce week-end, et j'ai choisi exprès cette photo parce que cette photo, elle illustre parfaitement ce que tu disais, Michel, où les Yamaha ont été à la cave, parce qu'on voit Fabio, on voit Miller, on voit Rins, on voit Oliveira, et en fait, c'est le fond de grille. C'est le fond de grille du Grand Prix, parce qu'ils ont terminé. Je crois que Fabio arrache le point de la 15e place, mais après, c'est une catastrophe, quoi. Et ça a été un week-end à oublier, clairement, Michel. Bah oui, d'ailleurs, c'est jamais arrivé, Thomas, d'avoir 4e. Ouais, 4 dernières places. C'est pas arrivé en MotoGP, donc depuis 2002. Après, dans les années 90, il y avait tellement de Yamaha que c'est très difficile de retrouver. Forcément, t'en retrouvais à la fin. C'est clair. Mais il y en avait d'autres sur le podium, donc ça compte pas. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est quand même la débandade là du côté de chez Yamaha. Ouais, non, c'est ça, la débandade. Ce que disait Fabio et Miller hier, c'est qu'ils patinaient dans la ligne droite en 4e, quoi. Donc en fait, ils n'ont jamais réussi à utiliser ce pneu arrière. Donc combinaison d'une piste chaude qui manque de grip et une moto qui intrinsèquement n'arrive pas à faire fonctionner ses pneus, ils sont restés derrière, quoi. Ils n'ont jamais trouvé la moindre solution, donc c'est vrai que c'est total cata chez Yamaha. Donc ça accélère aussi la décision de se dire que l'année prochaine on va rouler avec le V4, que Fabio essaiera à Misano en septembre, quel que soit son niveau de performance et quelle que soit la suite. Mais c'est clair que là, Fabio a remis l'église au milieu du village en disant que si en début d'année prochaine, il n'a pas une moto pour se battre direct sur le podium, il chercherait à aller ailleurs. Voilà. On l'a senti vraiment exaspéré et à la limite des déclarations, je dirais, vraiment chaudes, quoi, parce qu'il était vraiment à bout là, ce week-end. De toute façon, c'était pas la peine d'en rajouter. Je pense que c'est lui qui généralement parvient à sauver un peu les apparences, et là il n'est pas arrivé. Donc les commentaires de Miller, d'Oliveira, et Rins évidemment, mais c'était toutes les mêmes. Donc tous se plaignent de la même chose, tous étaient confrontés aux mêmes difficultés. Donc il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'était le désastre absolu, quoi. Bon. On va espérer que le week-end prochain, ça se passera mieux. On verra ce que ça donnera en Hongrie pour Fabio et puis évidemment pour Johan. Messieurs, avant de conclure, il y a une nouveauté aussi qui a été introduite en grande pompe. On a fait beaucoup de battage autour de ça. C'était le contrôle de stabilité. Alors, moi, j'ai suivi un peu le Grand Prix chez nos amis de Canal, un peu beaucoup même le Grand Prix. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Quels ont
quels sont les échos du paddock? Est-ce que les pilotes l'ont utilisé? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ce contrôle de stabilité qui a été introduit comme étant l'élément de sécurité parfait? Je prends la main, Michel, du coup. Ouais, Vas-y, Thomas. Le contrôle de stabilité, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une stratégie qui a été rajoutée dans le boîtier électronique unique Marelli, on n'est plus Magneti Marelli. Donc sachant que c'est un boîtier qui est commun à tous, faut le rappeler, donc tout le monde a accès à toutes les stratégies, c'est toutes les mêmes. Après, ils peuvent les affiner différemment, mais tout le monde a accès à chacune des fonctionnalités. Bref, donc le contrôle de stabilité a déjà été testé lors du test en Malaisie, il a été testé aussi en Aragon durant l'année par tous les pilotes. Et ensuite, il a été rendu disponible là pour l'Autriche. C'était prévu depuis le début de la saison, qui est cette fonctionnalité-là. Donc le contrôle de stabilité, c'est quoi par rapport au traction control? C'est que le traction control calcule la vitesse de la roue avant par rapport à la vitesse de la roue arrière, pour savoir s'il y a un patinage. Et à partir de là, la puissance est réduite pour éviter justement que la moto glisse, patine. Le contrôle de stabilité, c'est plus sur la dérive de la moto. Donc, en gros, ça se base sur d'autres capteurs, notamment la centrale inertielle qui utilise des gyroscopes et des accéléromètres pour savoir si la moto dérive, savoir si elle est à tel moment d'inclinaison, si elle se prend beaucoup de G, voilà, c'est juste ça. Et à partir du moment où la moto dérive, le couple est ajusté. Voilà. Les pilotes, alors c'est vraiment un élément de sécurité d'abord, puisque ça évitera bien évidemment beaucoup de high side, parce que c'est à partir du moment où on dérive trop que quand on arrive trop embuté, forcément on s'envole. Mais beaucoup de pilotes l'ont testé, l'ont retesté durant le week-end, c'est-à-dire vendredi, et pour la plupart, rien n'est abouti, ça ne fonctionne pas comme ils le veulent. Donc c'est pour ça que beaucoup ne l'ont pas du tout utilisé, l'ont pas activé durant le week-end. La fonctionnalité est là, il n'y a aucune obligation de l'utiliser, c'est un peu comme le traction control, on peut rouler sans traction control, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et par contre, à partir du moment où ce sera bien utilisé, comme Bezeki le disait, certaines marques pourraient refaire leur retard sur la gestion en sortie de virage, sur les virages rapides notamment, ce que me disait Christophe Bourguignon de chez LCR. Là où le contrôle de stabilité pourrait être important, c'est notamment en Malaisie, là où il y a énormément de virages rapides tout en glisse avec la matrice de la glisse, où là, beaucoup de marques pourraient refaire leur retard sur justement grâce à cet aspect-là qui vient complémenter le traction control derrière. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, non, mais c'est très clair et on rappelle encore une fois que c'est une option qui est donnée aux équipes et aux pilotes. C'est pas une obligation de l'utiliser. C'est ça qui est important. Hein, d'accord. Comme pour toute l'électronique, tu peux, comme dit, là on va revenir. J'imagine que tu vas vouloir parler de Stoner, mais voilà. Oui. ils peuvent rouler tous sans électronique, mais aujourd'hui l'assistance électronique est telle que c'est plus une aide. C'est plus une aide, c'est plus un garant de la sécurité. Maintenant, ça devient une assistance vraiment, et sans ça, tu ne peux plus faire la différence sur certains aspects. Alors justement, tu m'as tendu la perche parce que j'allais me retourner vers Michel, puisqu'on a vu que durant le week-end, tu avais fait une petite publication sur la présence de Casey Stoner et de ses déclarations. Et c'est la liaison parfaite avec le contrôle de stabilité, qui est une nouvelle béquille électronique. Et Casey Stoner, qui est retiré des affaires depuis un petit moment, lui, il a été très clair là-dessus. C'est encore une béquille qui donne encore moins de place au pilotage. Hein. Il est resté sur ce chapitre-là. Casey Stoner, lui, il n'aime pas le MotoGP actuel. Non. D'ailleurs, c'est ce qu'il a poussé à la retraite en partie en 2012. Donc, c'était il y a 13 ans. Hein. Déjà, à l'époque, il estimait qu'il y avait trop d'électronique et que le pilote n'avait plus sa place. Alors, on peut être assez d'accord avec ce qu'il dit. Il dit pas que des sottises, notre ami Casey. En revanche, là où je suis moins d'accord avec lui, c'est quand il avance que ça a amélioré la sécurité. Donc là, pour moi, il peut pas dire qu'aujourd'hui faire confiance. Alors c'est vrai qu'il y a cette idée de faire totalement confiance à son électronique, à savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que les pilotes, ils se posent plus la question. C'est un tour de la louche en grand. En sortie de virage. Et le reste, c'est plus des exécutants, effectivement, ça se rapproche de la F1. Hein, on leur demande d'être hyper précis, de passer au centimètre près dans chaque virage, au même chaque tour, freiner au même moment, au même endroit, utiliser descendre la moto, appuyer sur le bouton quand il faut, etc., etc.
Mais clairement, ça a amélioré la sécurité. On voit plus d'ASAD comme on a pu avoir. Après, quand il dit ouais, mais du coup la différence, elle se fait plus qu'au freinage, donc il faut forcer au maximum sur l'avant. Et on a des chutes de l'avant, la moto pour recroiser, on a vu des accidents. C'est vrai qu'il y a eu c'est vrai qu'il peut y avoir des accidents, mais enfin il y a quand même beaucoup moins de blessures qu'il y en avait par le passé. Après, oui, le pilotage, enfin, je sais pas ce que t'en penseras Thomas, mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire la différence pour un pilote qui a du talent. Ça n'empêche pas Marquez d'être toujours devant. Donc, oui, ça a resserré les valeurs. Alors, est-ce que ça nuit au spectacle? Je sais pas. Est-ce que c'était plus intéressant quand on avait Douane sur une 500 qui collait 10 secondes à tout le monde? Je sais pas, c'est un débat sans fin. Après, c'est clair que les ingénieurs qui développent des motos, bah, ils font leur taf. Eux, ils phosphorent jour et nuit pour essayer d'améliorer, gagner de la performance, que ça aille plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. Les pilotes, ils ont envie d'autre chose. Donc, à un moment donné, il faut essayer d'accorder ses violons pour que l'orchestre y joue ensemble. Mais c'est des débats sans fin. Hein. Mais donc, je pense que Stoner, il dit des choses intéressantes. Et parfois, il est un peu dans l'excès. Mais bon, après, ça fait partie de son personnage. Oui, c'est. Après, ça fait. Vas-y, Thomas, vas-y. Non, mais c'était pour revenir sur l'électronique, sur le fait que ça resserre, tout ça. On en parlait avec Michel. C'est vrai que depuis, en tout cas depuis 2016, on pourrait dire avec l'électronique unique, avec un truc un peu commun à tous, beaucoup de pilotes qui débarquent en MotoGP. Bien sûr, il y a le talent, je n'enlève rien à ça, bien évidemment, mais beaucoup de pilotes en MotoGP qui n'ont pas forcément performé dans les catégories inférieures arrivent à faire des exploits incroyables qui n'étaient pas possibles auparavant. Au début du MotoGP, mais même en 500. Donc c'est vrai que alors voilà, comme dit Michel, est-ce que c'est bien pour le show, pas pour le show? Est-ce que c'est bien qu'on ait assisté juste à 4 aliens ou 5 aliens durant des années et que là maintenant, d'un week-end à l'autre, on ne sait pas qui va gagner? Bon, voilà, enfin, c'était le cas jusqu'à il y a 2 ans. C'est un peu moins on sait tous qui va gagner dimanche. Mais... Voilà, pour résumer, c'est vrai qu'on peut dire que ce que regrette Stoner, c'est qu'il y a une place plus prépondérante pour les ingénieurs et, comme tu le disais, les bureaux d'études et le phosphore, etc., qui travaillent dans la coulisse, plutôt que sur la piste. Voilà, après il faut trouver le juste milieu. Mais bon, on aura certainement un élément de réponse, pas l'année prochaine, mais en 2027. On verra ce que ça donnera avec ce règlement remodifié, même si l'électronique garde une place importante. Ouais, il n'y aura pas de changement. Non, il n'y aura pas de changement là-dessus. Il y a aussi Stoner, il dit un truc pour moi qui est un peu faux. C'est quand il dit que ça a aucun intérêt de travailler sur tous ces assistances électroniques parce que ça apporte rien de plus pour après sur la moto de série. Je pense qu'aujourd'hui, on voit toutes les motos qui sont bardées d'électronique et je pense que tout le monde est plutôt content, quoi, hein, d'avoir des modes différents, enfin voilà, ça fait partie de la vie de ce qu'est aujourd'hui un véhicule, on va dire. Mais c'est sûr que c'est sûr par rapport au spectacle, Marquez le rejoint sur certains points. Marquez préférait aussi des pilotes comme Fabio également. En fait, tous les pilotes les plus doués, ils aimeraient avoir un peu plus de place pour s'exprimer sur leur talent pur et pas être simplement des exécutants. Mais il n'empêche que les meilleurs continuent à faire la différence. Et après, savoir utiliser des pneus usés en fin de course, ça fait aussi partie du talent d'un pilote, puisqu'il y en a qui sont plus forts que les autres. Donc, c'est un peu vain, disons, ce genre de débat. Ouais, débat sans fin, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Bon, après, tu vois, juste pour l'électronique, le lien électronique avec MotoGP, moto de série, là, c'est l'inverse. Pour le coup, le contrôle de stabilité est déjà apparu sur des motos de série. Ça existe déjà sur la Ducati. C'est le slide control, je sais plus quoi. Et ça existe aussi sur Kawa. Et c'est apparu en moto. Voilà, c'est apparu après là, c'est apparu en MotoGP parce que, bon, voilà, pour des raisons techniques, c'était plus difficile de gérer le couple finement en MotoGP. Très bien, messieurs. Nous, comme j'allais le dire, ce n'est pas un débrief sans fin, parce qu'il y a forcément une fin à ce débrief, et elle est arrivée, cette fin. Merci en tout cas de vous être rendu disponible. Michel, toi, tu repars directement en Hongrie, hein, c'est ça? Ouais. Et puis, Thomas, toi, tu seras... Non, tu n'étais pas présent au Balaton, hein, c'est ça? Non, du tout. D'accord. Bon, en tout cas, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, hein, avec grand plaisir pour débriefer ce premier Grand Prix de Hongrie
depuis des années. Merci de nous avoir suivis. Vous avez vu, il y a le petit QR code en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à le scanner pour vous abonner, vous laisser des commentaires bien évidemment, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Hongrie. Merci Michel, merci Thomas, bonne fin de journée, bonne fin de soirée même, et puis à la semaine prochaine. Salut!